Que se passerait-il si vous désactiviez le contrôle de traction sur une Ferrari 296 de 820 chevaux? Eh bien, quelque chose comme ça. Une Ferrari 296 complètement détruite. Et le pire, c'est que cette voiture était presque toute neuve juste avant l'accident. Il ne faut pas chercher des noises à cette Ferrari. Franchement, c'est dingue à quel point cette voiture est rapide. La 296 est censée être l'une des Ferrari les plus agréables à conduire. Elle est à couper le souffle. Si je devais dire un truc, je dirais qu'elle est trop rapide. Cette voiture est sortie en 2021. Et oui, elle n'a qu'un V6 de 3 litres. Mais avec ses 2 turbos et son système hybride, elle développe une puissance dingue de 820 chevaux. Mais celle que je viens d'acheter est loin d'atteindre cette puissance pour le moment. C'était une voiture britannique qui a été envoyée à Chypre, mais peu après son arrivée, le propriétaire a eu un petit accident. Et il l'a appris à ses dépens. Un conseil, si vous avez la chance d'avoir une 296 et que vous êtes un bon conducteur, ne désactivez pas le contrôle de traction sur route. Vous allez finir en larmes. Ce truc peut vous lâcher à 130 km/h sur une ligne droite. Après l'accident, la voiture a été amenée ici, chez Ferrari Cypress. Mais le devis pour la réparer était super cher. En plus, personne n'a jamais réparé une 296 aussi abîmée. Donc il se lance en quelque sorte dans l'inconnu. C'est la première fois que les gars vont voir ce que j'ai acheté. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Tu l'aimes? C'est le bon côté. Où est tout le reste? Est-ce que c'est réparable? Ouais, c'est plutôt mauvais à l'arrière. Oh! Matt, je crois que ça doit te fixer à la voiture. Tu sais, quand tu vois l'accident, ouais? On dirait pas que ça aurait pu causer autant de dégâts, non? Je sais pas, il a percuté un mur à environ 100 km/h. Ouais, la voiture est plutôt amochée, et c'est la première fois que les gars la voient. Je suis déjà venu la voir, et il y a des dégâts dont je ne leur ai pas encore parlé. Mais on verra ça plus tard. Notre priorité maintenant, c'est de faire avancer les choses. Cette voiture doit rouler pour qu'on puisse la ramener à la maison. Car elle doit être transportée sur une remorque. Parce qu'il faut la mettre sur une remorque pour la mettre dans un container et l'envoyer en Grèce, puis la ramener de Grèce jusqu'au Royaume-Uni. Notre objectif principal est donc de faire rouler cette voiture. C'est pourquoi nous sommes ici chez Ferrari, où la voiture a été remorquée. Si on laisse Ferrari s'en occuper, ça va nous coûter une fortune. Donc du coup, on s'est dit, laissez-la ici, on va s'en occuper. On a acheté des pièces pour essayer de la faire rouler. Elles sont là. Il y a ici pour 9000 livres de pièces, donc on espère qu'on pourra remettre cette voiture en état de rouler. Si on arrive à la faire démarrer, c'est encore mieux. Mais il y a un problème avec ça aussi. Je ne vais rien dire. Je reste hors de cette discussion. Bon, pour l'instant, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune partie de la suspension à l'avant droit. Voilà les pièces de la suspension. Ferrari a enlevé toute la suspension qui était sur la voiture quand ils ont fait le devis pour la réparation. Et comme on doit remettre cette voiture en état de rouler, on a acheté tous les composants de la suspension avant droite qui doivent être remplacés. On commence par la barre d'accouplement intérieure qui est reliée à la crémaillère de direction. On enlève le soufflet en caoutchouc. Ensuite, cet outil spécial glisse sur la biellette intérieure, ce qui nous permet de la desserrer ou de la retirer. Et heureusement pour nous, la voiture est dans la cour de Ferrari et ils nous prêtent leurs outils pour qu'on puisse la remettre en état de rouler. Radiateur cassé, enlevé. Les gars n'ont pas encore vu cette partie en dessous, qui est la plus abîmée de la voiture. Et il faut retirer tout le moteur et la batterie hybride, justement à cause de ce qu'il y a en dessous. On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, on avance plutôt bien. La nouvelle barre d'accouplement intérieure est maintenant vissée sur la crémaillère de direction. On peut serrer ça, glisser le soufflet par-dessus, puis enlever une nouvelle rotule de barre d'accouplement. Rotule intérieure en place, rotule extérieure en place. Heureusement, la conduite de frein en acier a tenu le coup. Et puis, cette partie-là transporte le liquide hydraulique pour le relevage du nez sur la suspension. Mais ces pièces sont endommagées, donc je vais juste les casser tant qu'on y a facilement accès. Cette pièce-là, c'est la conduite de frein, et je suis en train de la retirer de ce qui était autrefois le tuyau flexible relié à l'étrier de frein. Et de l'autre côté, il y a la conduite hydraulique pour le relevage avant de la suspension.
je dois enlever les pièces abîmées. Et voilà, c'est déconnecté et prêt pour de nouvelles pièces. Là, maintenant, je vais mettre les goujons du triangle. Ferrari a déjà retiré les anciens pour nous. Un peu de Loctite sur les nouveaux. C'est parti. Au lieu d'utiliser des boulons pour fixer les triangles au châssis de la voiture, Ferrari utilise ces goujons. Comme ça, ils peuvent mettre des cales sur les bras de suspension pour régler le parallélisme et le carrossage de la suspension. Tous ces goujons ont été abîmés et cassés dans l'accident. Et Ferrari nous a déjà fourni les anciens goujons. Regarde tous ces câbles orange. Ah ouais. Passons maintenant au disque de frein et à l'étrier de frein. Je vais les retirer du moyeu de roue, car on pense qu'il est un peu abîmé. D'abord, on enlève l'étrier, et avec un peu de chance, on a un disque de frein en bon état. Regarde ça! Comme on s'y attendait, le moyeu de roue est abîmé, mais il y a quand même des pièces qui peuvent être réutilisées. Et le disque de frein était aussi en bon état. Cette suspension. L'amortisseur est tordu. Mais vous pouvez acheter tout ça séparément. Donc vous pouvez acheter le nez de suspension séparément, le ressort séparément, le support supérieur séparément. Et on pense qu'on peut s'en sortir en remplaçant juste l'amortisseur et en utilisant le reste. Mais pour ça, on doit enlever le ressort. T'as des pinces à ressort pour le retirer? Non. Quand vous enlevez un ressort d'un amortisseur, vous devez d'abord le bloquer avec des pinces à ressort pour éviter que le support supérieur ne s'envole et vous frappe la tête. Mais Liam a décidé qu'il n'en avait pas besoin. Donc il va retirer le ressort, mais avant ça, on voulait s'assurer qu'il le fasse dans un endroit sûr, loin de nous tous. Enlève-le là-bas pour qu'il touche personne. Merci, je reviens tout de suite. Pour être honnête, ça s'est pas trop mal passé. C'est pas grave. Maintenant que Liam a retiré le ressort de l'amortisseur, on peut jeter l'ancien, car on a le tout nouveau. Mais il manque la douille en bas. Du coup, mon père et Liam sont allés chez Ferrari pour emprunter leur presse. Une douille. Bon, la vieille douille est là. La toute nouvelle douille. Ils ont retiré la douille de l'ancien amortisseur et l'ont mise dans le nouveau. Après tout, cette voiture n'a parcouru qu'environ 6400 km. Ensuite, le levage avant peut être glissé sur le nouvel amortisseur, puis l'ancien ressort et l'ancien support supérieur peuvent également être installés. T'as le bon équipement cette fois-ci. Ouais. Liam a fini par trouver les pinces à ressort parce qu'il doit serrer ce ressort pour pouvoir remettre le support supérieur sur l'amortisseur. S'il ne les utilisait pas, il n'arriverait jamais à remettre l'écrou sur le haut de l'amortisseur. Mais faire ça correctement a l'air d'avoir marché. Maintenant, il faut remettre tout ça en place. Donc, on commence par le triangle inférieur et même si cette voiture est toute neuve, elle utilise encore des cales pour tout espacer. Donc, on va devoir changer les cales quand on fera le réglage du parallélisme, juste pour être sûr que la roue est bien positionnée. Mais pour l'instant, on va remettre celle qui était déjà là. Et quand on fera les derniers réglages sur la voiture, on l'ajustera à l'endroit où elle doit être. Donc on installe le triangle inférieur, puis le nouvel amortisseur avec l'ancien ressort et le support supérieur. Ça se branche en haut, parce que c'est une suspension active qui se raidit selon les modes. Et puis, il y a 2 boulons en haut et un boulon qui le fixe au nouveau triangle inférieur en bas. Ensuite, il faut connecter la conduite hydraulique au relevage avant. C'est ce que nous avons fait ici. Ok, ça va là. Et ça relie le triangle inférieur à la barre anti-roulis. Et maintenant, je mets la barre de suspension. Voici l'ancien, et on n'a vu aucun dommage dessus. On va donc le réutiliser. Je serre tout ça, et il s'avère qu'on avance plutôt bien. Un moyeu de roue complet que j'ai monté plus tôt. J'ai mis le bouclier thermique pour les freins. Vous avez un trou ici pour la barre d'accouplement et un trou ici pour le joint à rotule inférieur. Il y a un trou ici pour le joint à rotule supérieur, puis il y a les trous pour l'étrier de frein. Et on a aussi un roulement de roue au milieu qui est fourni avec. J'adore le fait qu'ils aient mis le logo Ferrari dessus. C'est ce qui différencie vraiment cette Ferrari d'une Lamborghini, parce que Lamborghini aurait mis un logo Audi dessus. Bruyant. Bon, je dois glisser ce moyeu de roue sur le triangle inférieur, puis serrer le boulon en bas. Et ensuite, j'ai le triangle supérieur que je vais glisser dans le moyeu de roue. Mettre l'écrou de l'autre côté, et une fois qu'il est serré, je peux le glisser sur les goujons que mon père vient d'installer. Une fois que tout est bien serré, je dois mettre l'extrémité de la barre d'accouplement dans le moyeu de roue. Pump it up, don't you know, pump it up.
Passons maintenant à la tâche suivante. On m'a flashé, je dois actionner les freins. Heureusement, le disque de frein n'était pas abîmé. Et on l'a bien vérifié. On sait à quel point ils sont chers et fragiles. Car ils sont en carbone. Une fois le disque en place, on peut glisser l'étrier à sa place. 2 boulons clés Allen permettent de le fixer au moyeu. Regarde ça, je l'ai fait un peu plus tôt. Ensuite, il faut brancher le tuyau de frein dans l'étrier de frein et raccorder le tuyau flexible à celui-ci. Puis au tuyau en acier qui est déjà sur la voiture. Suspension, frein, étrier, tout est en place. Techniquement, la voiture devrait rouler. Mais elle ne freine pas parce qu'on a perdu tout le liquide de frein. Donc on va en mettre un peu ici. C'est une technique spéciale pour purger les freins, croyez-le ou non. Donc on va profiter à fond du fait qu'on est chez Ferrari pour emprunter leur ordinateur. Donc on va faire un scan de la voiture et faire la purge des freins avec l'outil Ferrari. Mais ils nous ont dit qu'une fois qu'on aura scanné cette voiture, Ferrari aura accès à toutes les données et saura que cette voiture a eu un accident. Mais je ne pense pas qu'on puisse éviter tout ça. C'est une étape par laquelle on doit passer. Une fois qu'ils sauront que c'était un accident, ils ne pourront plus jamais la revendre à Ferrari, à moins qu'ils ne la réparent eux-mêmes en faisant une réparation approuvée par Ferrari. Mais on a retenu la leçon, on sait que ce sont les règles maintenant, et on est juste reconnaissant qu'ils nous aident, c'est super. Elle est toujours sous garantie? Pour l'instant, ouais. Ils disent qu'il y a une garantie pour le moment, jusqu'à ce qu'ils scannent le produit, avant qu'ils mettent le scan dedans. D'accord, il y a quelque chose qu'on doit faire rapidement pour la garantie? Le pare-choc avant, l'aile arrière. Donc, il faut purger les freins électroniquement avec l'outil de diagnostic Ferrari. Pompe! Je pompe! Pompe! Mais pour l'instant, vous voyez qu'on fait ça à l'ancienne. Mon père s'occupe des raccords de purge, pendant que je pompe les freins à l'intérieur de la voiture. Pompe! Et c'est parce que Ferrari n'arrive pas à faire la purge. Je vais vous montrer pourquoi dans une minute. Tu vas réussir? Ça va ralentir, mais je pense qu'il faut un ordinateur pour faire tout ça. C'est pas comme dans les vieilles voitures où on fait ça et ça marche, parce que si je le laisse, mon pied va jusqu'en bas, puis remonte. Et regarde, tu vois? Tu vois là? Ah, donc il y a encore plein d'air dedans. Il y a plein d'air dedans, ouais. Donc je pense qu'il faut un ordinateur pour ouvrir et fermer les soupapes de la pompe ABS. J'ai acheté une roue d'occasion. Ici, avec un pneu. Ça m'a coûté 500 livres. Elle est un peu abîmée, mais le pneu est en super état. Mais ils m'ont dit que cette roue est pour le côté gauche, et que la flèche sur les roues sert à refroidir les freins quand elles tournent vers l'avant. Donc on ne pourra pas vraiment l'utiliser. Mais pour l'instant, on en a juste besoin pour faire rouler la voiture. De toute façon, on n'utilisera pas ces roues quand la voiture sera finie, parce qu'on prévoit de la transformer en quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Ouais, à condition qu'on arrive à la réparer. Bon. Maintenant, branchons la batterie, allez. Maintenant que la voiture a de nouveau 4 roues, on va brancher la batterie 12 volts pour lui donner un peu de puissance et voir si on peut la démarrer pour la faire rouler. Branchons la batterie. Mais une fois la batterie branchée, le tableau de bord s'est allumé, mais le seul message affiché était « Défaillance du système hybride. Rendez-vous chez le concessionnaire ». Et comme on était déjà chez le concessionnaire, on a vraiment voulu en profiter. Mais même les techniciens Ferrari ne comprenaient pas pourquoi rien ne se passait avec la voiture. Cet écran tactile ne fait pas grand-chose, ça sert à rien, et la voiture est complètement à plat, donc c'est comme si le fusible pyro avait tout coupé, plutôt que... Mais on a quand même des voyants allumés sur le tableau de bord. Et la vitre s'est baissée. Et la vitre s'est baissée toute seule. Vous vous souvenez de notre bon ami, le fusible pyrotechnique? Quand une voiture a un accident, bien sûr, l'ECU envoie un signal au fusible pyro, qui coupe l'alimentation du démarreur pour empêcher la voiture de redémarrer. Mais en général, ça ne coupe pas l'alimentation électrique de toute la voiture. Tu penses qu'elle va démarrer? Non. On a donc demandé au technicien Ferrari de voir s'il pouvait comprendre pourquoi la voiture ne fonctionnait pas. Le lecteur de code n'a rien trouvé. Mais même quand il a branché le lecteur de code sur le port OBD, ça n'a rien donné non plus. Comme si la voiture n'était même pas allumée. Ça ne lit rien? Non. C'est complètement mort. Donc ça n'alimente vraiment rien d'autre que le tableau de bord. Il doit y avoir un problème avec le système pyrotechnique ou un fusible qui a sauté. C'est comme si on n'arrivait même pas à l'allumer. Il détecte même pas qu'il est branché. Donc la question est, où se trouve le fusible pyro sur la voiture?
Mais ça marche différemment des autres fusibles pyro qu'on a déjà utilisés. Parce que normalement, tu peux alimenter les voitures en électricité, tu peux tout faire, tu peux monter et descendre les vitres, mais là... c'est juste le tableau de bord qui s'allume, et c'est à peu près tout. Et les warnings sont allumés. N'oubliez pas qu'une fois que le technicien Ferrari branche son ordi et lit les codes, Ferrari va alors voir ce qui cloche avec la voiture et savoir qu'elle a eu un accident. Mais même après avoir essayé pendant un bon moment, on n'arrivait pas à capter le signal de ce lecteur de code. On a laissé la voiture en charge aussi, mais... toujours rien. Je pense que... c'est parce que Ferrari est juste à côté de Lamborghini. Ça ne m'étonnerait pas que ça marche comme une Revuelto. On l'a maintenant depuis 2 jours. Et c'est à nous de jouer. Mais tant qu'elle est chez Ferrari, on doit en profiter à fond. Parce qu'ils ont des lecteurs de code qui peuvent la lire. Et ensuite, c'est à nous de trouver la solution. Mais si Ferrari n'y arrive pas, alors qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors qu'est-ce qui est crucial pour ça ? Tout ce qui se trouve sur C-CAN et B-CAN. Tout ce qui est sur le CAN doit être branché ? Ouais, sinon on peut pas le scanner. Donc tous les airbags doivent être activés. Ouais, tout ce qui est connecté au CAN doit être activé. Les phares doivent être allumés ? Ouais. Donc en gros, on doit reconstruire toute la voiture. Il faut remettre tout ce qui manque en dessous. Les radiateurs à l'avant. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient dit que tout devait être mis. C'était pareil pour l'Aston Martin DB12. La Revuelto était aussi pareil. Je pense que... Ouais, c'est comme si on enlevait le pare-choc arrière de cette voiture et qu'elle démarrait plus. Donc ça ne me surprend pas. Bon, voilà la situation. Jour 2, c'est notre dernier jour pour faire sortir la voiture d'ici. Au moins, elle repose maintenant sur ses 4 roues. La voiture ne démarre pas. Même Ferrari ne sait pas encore pourquoi elle ne démarre pas. On dirait qu'ils ne savent pas pourquoi ça ne démarre pas. Et en plus de ça, le frein à main est coincé maintenant. Donc du coup, on ne peut plus la pousser. Pour l'instant, le but c'est de trouver le frein à main pour qu'il se débloque. Et après, on pourra la pousser, la mettre sur la remorque, la faire sortir de Chypre et la ramener au Royaume-Uni, où on pourra bosser dessus et essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, on dirait que c'est à nous de trouver la solution. Pour faire avancer cette voiture, on doit desserrer le frein à main. C'est ce petit étrier là-bas. Donc d'abord, on enlève les roues, puis on peut y accéder. Donc ça, c'est un étrier de frein normal. Et ça, c'est l'étrier de frein à main. Il y a des plaquettes séparées à l'intérieur. Et puis, il y a un moteur électrique à l'arrière. Tout ce qui cause problème est électrique. Et c'est ce qui se trouve là. Donc, on a une option qui consiste à envoyer de l'énergie au moteur pour le dérouler. Notre deuxième option, c'est juste de retirer le moteur et puis on peut enlever l'étrier. Et on doit juste libérer les roues. Donc, je vais d'abord débrancher ce truc. En le débranchant, on est sûr qu'il ne va pas s'activer par accident si la voiture décide de se mettre en marche toute seule. Ensuite, on va dévisser ces écrous ici pour relâcher la tension sur les plaquettes. Ouais. Et avec la roue libre du côté droit, on doit ensuite passer du côté gauche de la voiture et faire la même chose avec le frein à main à l'arrière. Cet étrier est juste sur les freins arrière, ce qui facilite un peu les choses. Après ça, la voiture peut reposer sur ses 4 roues. Et on peut commencer à la pousser pour la faire sortir de l'endroit où elle est restée pendant ces 2 derniers mois. Et maintenant, elle est prête à être récupérée pour être envoyée à la maison. Cette voiture doit être récupérée ici pour être envoyée en Grèce et ensuite en Angleterre. Et puis, on doit vraiment démonter ce truc pour voir à quel point c'est grave. Pour l'instant, c'est plutôt mauvais. On se voit au Royaume-Uni. Mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Au final, la voiture a dû être transportée par bateau depuis Chypre jusqu'au Royaume-Uni, à cause de toutes sortes de règles sur les importations, les taxes, etc. Mais on doit dire merci à notre pote Yanni pour avoir réglé ça. Salut Matt, le père de Matt, l'équipe de Matt. Je suis là avec ta Ferrari 296 GTB. Elle est au Royaume-Uni, à Grace, dans l'Essex. Ça a pris 6 longs mois pour faire venir cette voiture de Chypre jusqu'ici. Mais elle est là. Toi et ton père, vous avez du boulot maintenant. J'ai trop hâte de voir le voyage avec cette voiture. On se voit très vite et... prends soin de toi, mon pote. Allez, à plus tard. Regardez, qui est de retour? Je crois que c'est la Ferrari. Ouais! Maintenant que la Ferrari est de retour au Royaume-Uni, c'est le moment de commencer à bosser dessus. Avant de faire quoi que ce soit, on va enlever un peu de cette poussière chypriote qui la recouvre. Une fois que c'est fait,
on peut la ramener à l'intérieur et voir à quel point cette voiture est abîmée. Ok. Cette porte est cassée, on devrait l'enlever. Et cette pièce est cassée, on doit voir les dégâts à l'arrière. Bon, on enlève la porte, on doit vraiment démonter tout ce côté, non? Pas vrai? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, cette porte est fichue. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur devrait être en bon état. D'abord, j'enlève les 2 boulons qui fixent la porte à la charnière. Ensuite, je dévisse le boulon de la sangle de contrôle. Et maintenant, je cherche le connecteur électrique qui déconnecte le système électrique de la porte. Mais je ne le trouve pas. À la place, j'ai soulevé la porte. Et on dirait que le connecteur électrique pour tout le système électrique à l'intérieur de la porte est en fait derrière la carte de porte. Ce qui est complètement dingue. Je n'avais jamais vu ça avant. Ouais. Alors ça, c'est vraiment débile. En général, les constructeurs mettent le connecteur électrique dans la porte, sur le montant B, ou en fait sur la porte, donc c'est plus facile à déconnecter. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait derrière la carte de porte. Peut-être pour empêcher l'eau de s'infiltrer, mais bon, la porte est enlevée. Maintenant, on va s'attaquer à ce quart arrière, et on peut vraiment voir les dégâts qui se cachaient derrière. Super. Ouais! Et je savais qu'il y avait des dégâts au niveau du cadre arrière, mais ça a l'air plutôt grave. En plus des dégâts sur la structure, il y a aussi des câbles et plein de tuyaux qui sont cassés. C'est un peu cassé, non? Mais ne nous attardons pas trop là-dessus pour l'instant. On va pousser la voiture sur la rampe, parce que je sais qu'il y a plus de dégâts en dessous. Ok, la voiture est sur la rampe. Il y a d'autres dégâts que je ne leur ai pas montrés. Donc en dessous, vous pouvez voir qu'il y a un soubassement. C'est un joli soubassement, pas vrai? Et maintenant, on a... de ce côté-là, les prises aéro. Oh! C'est les câbles pour le siège? Ou est-ce que c'est pour autre chose? Ok. En gros, il y a un trou dans le sol. Donc il y a un trou dans le sol. Ouais, donc ça c'est le siège, non? C'est sous le siège. Ouais. C'est ce sur quoi tu t'assois, juste ce bout de bois fragile là. Ouais, c'est dingue, non? Donc, il y a un trou dans le sol. Mais je suis sûr qu'on pourra le réparer plus tard. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Mais avant de commencer les réparations, il y a cet énorme soubassement qui pourrait cacher d'autres dégâts. Donc on enlève ça. Une fois que c'est enlevé, on peut vraiment voir l'étendue des dégâts sur le cadre. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble possible de retirer une grande partie de la structure en dévissant simplement quelques boulons, mais malheureusement pas cette partie-là. Et on dirait que pour accéder à tous ces dégâts sur le châssis, on va devoir retirer le moteur et la batterie hybride. Je pense qu'on devrait les enlever de toute façon pour trouver où est le fusible pyrotechnique. Mais d'abord, on va enlever les roues arrière. Après, on pourra commencer à enlever le revêtement de l'arche pour pouvoir retirer le pare-choc arrière. Une fois qu'on a enlevé le revêtement de l'arche arrière droit, j'ai remarqué que le refroidisseur intermédiaire était abîmé. Cette voiture a un double turbo, et les refroidisseurs intermédiaires sont cachés derrière les 2 ailes arrière. Celui-là va devoir être remplacé. Regardez le cadre ici, il est abîmé. Et encore une fois, on dirait qu'il se dévisse jusqu'à ce qu'il arrive à la partie où tout est soudé. Retour au pare-choc arrière. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas l'air abîmé. Mais on doit quand même l'enlever si on veut pouvoir remplacer le quart arrière après avoir réparé la structure. Donc on l'enlève, et on enlève ensuite l'aileron arrière, qui est en fait actif. Il se lève quand on atteint une certaine vitesse. Une fois que c'est fait, le panneau supérieur peut aussi être retiré. Super! Ferrari, ne changez rien. Il y a 3 cales. Là-dedans, comme ça. Ils ont commencé à fabriquer des cales pour ça. Cool. Une fourchette et une fourchette. Il y en a qu'une. Ça devait être un peu plus haut alors? Ce côté doit être un peu plus haut que l'autre. Je suppose que c'est l'avantage d'acheter une voiture fabriquée à la main. Elle est vraiment légère. Je vois pourquoi cette voiture est légère, c'est parce qu'elle est faite en pâte à modeler. En reconstruisant la 458, on a remarqué que plein de pièces étaient espacées et calées pour s'ajuster correctement. Et ça n'a pas changé sur leur nouvelle voiture. Maintenant, on essaie juste d'enlever tout ce qui recouvre le quart arrière. Certaines parties du quart arrière sont boulonnées, et d'autres sont soudées et rivetées. J'enlève le bouchon du réservoir d'essence à l'arrière, et tout ce qui est relié à ce quart arrière. Pendant que Liam est à l'intérieur de la porte, en train de poncer et puis de percer les rivets qui fixent le panneau latéral extérieur à la structure intérieure de la voiture. Le plus dur, c'est que le panneau arrière semble s'emboîter sous le toit. Donc, on dirait qu'il va falloir enlever le toit si on veut aussi retirer complètement le quart arrière. Ce quart est
presque démonté. C'est un peu dingue qu'on ait enlevé ce car sans avoir le nouveau car arrière, parce que on ne savait pas à quoi je devais le fixer et à quoi je devais le détacher. Tout ça, c'est des ébauches, jusqu'à ce que je sache vraiment quand le car arrière va arriver. Donc pour le moment, c'est vraiment le bazar. Il y a tellement de fils et tout ça. Parce que cette voiture, elle a un turbo. Et elle est hybride. Et quand on a un moteur turbo, on a plein de conduites de dépression et plein de conduites de refroidissement. Et en plus, il y a un système hybride, ce qui veut dire qu'on a plein de conduites électriques. Il y a tellement de trucs ici. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à limiter le poids de la voiture comme ça? En fait, je pense qu'ils ont juste mis des panneaux de carrosserie super légers. C'est ce que je pense. La mauvaise nouvelle, c'est l'arrière. La bonne nouvelle, c'est l'avant. J'ai déjà commandé plein de pièces et je pense qu'on devrait pouvoir reconstruire toute la partie avant, la réparer et régler ce problème. On va quand même s'occuper de l'arrière. On va quand même voir si on peut le réparer. Mais je suis plutôt confiant, en quelque sorte. Ouais. Pour bien enlever ce car arrière, on va devoir comprendre comment le toit est fixé. Et pour ça, je dois démonter l'intérieur, ce que vous devez faire de toute façon. Et le siège est sorti. Ce siège est super léger. Et en plus, il est super beau. Heureusement, il n'est pas abîmé. Maintenant que le siège est enlevé, je passe de l'autre côté et je commence à enlever le siège côté passager. Les deux sièges sont démontés. Je suis presque sûr qu'il ne devrait pas y avoir un gros renflement dans la moquette à cet endroit. Mais c'est là qu'il y a un trou dans le sol. Les airbags du volant se sont déclenchés. Les airbags se sont ouverts sur le tableau de bord, ce qui a déchiré le cuir. Et en se déployant, ils ont aussi cassé le pare-brise. Les airbags rideaux des deux côtés sont aussi déployés. Pour enlever la moquette, je dois aussi retirer la console centrale. Ce qui est en fait super facile à faire. Quelques boulons cachés sous les porte-gobelets. Et là, j'ai pu débrancher les connecteurs électriques et retirer le tout de la voiture. Parce qu'il n'est pas vraiment connecté au tableau de bord. Ensuite, il y a la moquette à l'arrière. Encore une fois, tout ça doit être enlevé. Il y a une garniture en cuir au-dessus qui doit être retirée en premier. Je peux alors accéder aux boulons qui maintiennent la moquette en place, puis je la retire. Enfin, je peux finir avec la garniture du toit. Bien sûr, il faut l'enlever pour voir comment le toit est fixé à la voiture. Il y a quelques boulons à l'arrière et à l'avant. C'était juste les pare-soleil, le rétroviseur et l'éclairage intérieur qui le fixaient à la voiture. Ensuite, on peut le faire glisser vers l'extérieur. C'est pas mal. Ces airbags rideaux, un de ce côté-ci, un de ce côté-là. Vous pouvez voir qu'ils traversent toute la voiture et la cartouche est ici. Comme il n'y a pas de déchirure ni de trou, je peux juste l'enlever. Il n'est attaché qu'avec des clés Allen et le connecteur électrique est à l'arrière. Ensuite, on peut envoyer ça à l'équipe chargée des airbags. Ils peuvent juste enrouler l'airbag car il n'est pas déchiré. Et ensuite, il suffit juste de remettre la cartouche ici et de tout réinitialiser et c'est reparti pour un tour et on n'aura plus de code d'erreur. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un nouvel airbag rideau. Et c'est pareil pour les ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité sont bloquées parce qu'un petit explosif se déclenche à l'intérieur pour ramener le passager et le conducteur dans leur siège. Donc l'airbag devant eux ne se déclenche pas directement dans leur visage. Et pour les ceintures de sécurité, on peut les enlever et faire remplacer ce petit dispositif électrique par l'équipe chargée des airbags. Donc, je vais enlever ces deux-là et je vais les leur envoyer. Et puis, on dirait que ce toit pourrait en fait être collé. Et je pense qu'on va devoir enlever ça pour régler notre petit problème avec le panneau latéral. Enlevons donc ces airbags rideaux et enlevons aussi les ceintures de sécurité. Comme ça, on pourra continuer. Enlever la garniture du toit a rendu le remplacement de ces airbags rideaux beaucoup plus facile. Ils sont juste fixés avec plein de vis Allen. En général, sur les Volkswagen et les Audi, ils sont fixés avec ces horribles clips. Mais ceux-là sont beaucoup plus faciles à enlever et à remplacer. Une fois les deux retirés, je peux commencer à enlever les ceintures de sécurité. Un boulon en haut qui le maintient en place et un autre en dessous. Et puis, il est fixé au siège qu'on a enlevé tout à l'heure. Les deux ceintures de sécurité sont donc retirées et les deux airbags rideaux aussi. La prochaine étape, c'est d'enlever la moquette côté passager. En l'enlevant, on devrait enfin pouvoir voir les dégâts sur le plancher en dessous. Le voilà. Il y a un trou dans le sol. Je pense que le passager a eu quand même pas mal de chance qu'un caillou ne le transperce pas. Parce que ça, c'est quand même assez grave. Regardez. Ça va droit vers le sol. Et ce truc-là, le matériau dont c'est fait, c'est tellement fin. Mais ça ne me surprend vraiment pas. Il a transpercé ce câble ici pour les sièges. Je pense qu'on peut réparer ça. Et on dirait qu'il est juste rifté. La question est,
de savoir si ce panneau va être posé au-dessus ou en dessous. Si je peux avoir ce panneau séparément, je ne sais pas. Mais heureusement, j'ai commandé ce panneau. Voici donc le panneau de plancher pour une Ferrari 296. Je ne sais même pas de quoi c'est fait. Il est tellement fragile. Donc j'imagine, je ne sais pas si c'est du plastique ou est-ce de l'aluminium et du plastique ou juste du plastique ou juste de l'aluminium. Je pense que ça évite les problèmes qu'on avait avec les vieilles voitures qui rouillaient super vite. Mais ça, c'est pas étonnant qu'il y ait un trou dedans. On dirait une planche d'équilibre. On doit trouver comment ça marche maintenant. Une grande partie de cette voiture est assemblée uniquement avec des rivets. Et c'est pareil pour le plancher. Ces petites fossettes que vous voyez, ce sont les rivets. Mais il y en a plein qui maintiennent chaque panneau ensemble. Pour les enlever, je n'ai qu'à meuler le haut du rivet, puis à le faire sortir avec un poinçon. Les percer, c'est vraiment galère, car ils sont en acier et super résistants. Pour me faciliter la tâche, je vais commencer par découper les parties abîmées du plancher. Ça va juste me permettre d'accéder plus facilement à tous ces rivets pour les enlever. Une fois que j'aurai affaibli le dessus, je pourrai prendre le marteau et le burin. Je pourrai commencer à arracher la partie cassée du plancher des parties renforcées du sol qu'on va garder. Et finalement, le sol est presque entièrement retiré. Pour finir le boulot, on doit passer sous la voiture. Saviez-vous que près de 4 contrats de financement automobile sur 10 conclus entre le 6 avril 2007 et le 1er novembre 2024 ont peut-être été vendus de manière abusive? Et ça concerne 14,2 millions de contrats. Ça pourrait représenter un paiement de 8,2 milliards de livres. Vous pouvez vous plaindre directement à votre prêteur ou aller voir le médiateur financier ou attendre le programme de réparation de la FCA prévu pour 2026. Et tout ça, c'est complètement gratuit. Allez. Ouais. Maintenant, on doit percer tous ces petits trous là où il y avait des rivets, prêts à accueillir le nouveau plancher. L'ancien plancher est maintenant retiré, mais le nouveau ne peut pas encore être posé. On doit s'assurer que la surface est bien propre et qu'il n'y a plus de rivets dans les trous. Je viens d'expliquer que certains contrats de financement automobile auraient pu être vendus de manière abusive. Et j'ai dit que vous pouviez essayer de récupérer votre argent en allant directement voir votre prêteur. Mais il y a une autre solution si vous voulez éviter les dégâts. Super! Ça a pris une éternité. Et ça prendrait une éternité si vous aviez envie de vous plaindre vous-même. Si vous n'avez pas envie d'y aller seul, il y a une entreprise qui s'appelle Reclaim 247. Et ils peuvent remonter jusqu'à 2007 pour retrouver l'historique du financement de votre voiture. Ils ont besoin de votre nom, de votre adresse et de votre date de naissance. Pas de paperasse, pas de tracas, pas de gains, pas de frais. Pour commencer votre demande dès aujourd'hui, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous ou aller sur reclaim247.co.uk pour aller récupérer votre argent. Vous n'avez même pas besoin de leur dire si vous êtes un homme ou une femme. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Bon, maintenant qu'on a réussi à faire une Ferrari 296 GTB façon Flintstones, on peut prendre le panneau de plancher et le glisser à l'intérieur. Et on a trouvé, regardez, il y a une petite plaque de renfort ici. C'est là que se trouve toute la résistance du sol. Et dans ce coin où elle est fixée, le panneau du sol en lui-même, ce n'est rien, c'est juste une luge, non? Vraiment, c'est super fragile. Et on doit glisser ça sous ces panneaux de renfort. Et ça doit aller sur le dessus. Ça va être un peu compliqué de le guider, mais une fois que c'est en place, comme il n'y a pas de trou, on doit percer à travers les trous d'origine pour y arriver. Et ensuite, on peut glisser le rivet. N'oubliez pas d'aller voir sur reclaim247.co.uk pour vérifier si votre contrat de financement automobile a été mal vendu. Maintenant, on doit poser ce plancher. Il est maintenant en place et je suis en train de mettre quelques boulons de siège pour bien fixer les pièces de renfort sur le nouveau plancher. Une fois que le plancher est en place et qu'on est satisfait du résultat, on peut commencer à percer les trous. Et voilà, je vais percer. Mon père est en train de percer tous les trous où iront les rivets. Et on va les mettre exactement au même endroit qu'avant. Salut tout le monde! Ok, on a des rivets super longs qui ressemblent à ceux qui sont sortis. Ces rivets vont alors se glisser dans les trous qu'on vient de percer. Et ils devraient être bien ajustés. Ensuite, on sort le pistolet à rivets. Ah ouais, voilà, et ça permet de rassembler le panneau. Super!
Parfois, les fabricants utilisent de la colle et des rivets pour assembler les panneaux. Mais on sait que ce n'est pas ce qui s'est passé ici, parce que quand on a démonté le plancher, on n'a vu aucune trace de colle utilisée pour les panneaux. Et on ne peut pas vérifier ça, parce que si on demandait à Ferrari la procédure de réparation, ils ne nous la donneraient pas, parce que nous ne sommes pas des réparateurs agréés par Ferrari. Du coup, on continue comme d'habitude, en apprenant au fur et à mesure. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Maintenant, je suis en train de percer le reste des trous nécessaires pour le panneau de plancher, pendant que Liam est à l'intérieur de la voiture en train de glisser les rivets qui doivent aller de l'intérieur vers l'extérieur de la voiture. Donc, pour l'épaisseur de métal, quand ça passe à travers des morceaux de métal vraiment épais, ils ont des rivets super longs comme ça qui sortent par le trou ici, ici et ici. Donc on essaie de reproduire ça ici en mettant des rivets super longs. C'est long. Dans le métal épais. Et les petits rivets dans les fines pièces de métal. Et puis, tout ça, ça a l'air assez dingue pour le moment. Mais une fois que le scellant sera posé, ça devrait être aussi beau que l'original. Le seul problème, c'est que ce côté est noir et que celui-là a comme une couche de primaire. Tu peux percer le dernier, s'il te plaît? D'accord, monsieur. Finalement, tous les rivets sont en place. Et le panneau de plancher a été installé, ce qui n'était pas trop compliqué. Mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Le panneau de plancher est complètement posé et terminé, mais voilà où on en est maintenant. Cette partie est noire, et cette partie, il y a comme une couche de primaire. Comment est-ce que t'appellerais cette couleur? Gris. Gris. Gris, ouais, comme un gris nude, ouais, c'est un peu comme, tu vois, quand Kanye West sort ses fringues. C'est un peu la même couleur, non? La première option serait de peindre ce côté en noir pour qu'il soit sorti à l'autre côté. Mais alors, ouais, je trouve pas ça cool. Donc je vais demander au carrossier de trouver la même peinture. Et ensuite, je pense qu'on va passer par-dessus pour la sortir. Et ensuite, on essaye de sceller du mieux qu'on peut pour qu'il ressemble à ce côté-là. Ce qui devrait pas être trop compliqué. Parce qu'on dirait qu'ils l'ont fait avec un pinceau. Avant de mettre la peinture, on doit enlever un truc de plus. C'est ce module d'airbag ici, qui contient les données relatives aux collisions. Donc on doit le retirer et l'envoyer. Donc on commence à enlever ça. D'après notre expérience avec la Ferrari 458, on sait qu'on ne peut pas effacer les données d'accident du module de l'airbag, à moins de le démonter et de l'envoyer hors du véhicule pour qu'il soit effacé. Et le voici, démonté. Donc je suppose que ça va être pareil. Et il y a une boîte qui peut faire tout ça. Et c'est l'équipe des airbags. Et maintenant qu'elle est partie, on peut commencer à peindre le dessous de la voiture. Comme d'habitude, ils vont voir la dame des ceintures de sécurité. La voiture repart en arrière, on va faire un mélange de peinture par le carrossier en bas de la rue en lui donnant un vieux morceau de plancher pour qu'il trouve la bonne couleur. Il a mélangé la peinture et il l'a mis dans un spray. Et on va faire de notre mieux pour essayer d'obtenir la même finition. Pour être honnête, je pense qu'on n'en est pas trop loin. Je pense que c'est pas mal, non? Quand ce sera sale, je pense que ça aura l'air pareil. Pendant qu'on attend que la peinture sèche, on ramène la voiture en bas. Et Screensaver est là pour déplacer le pare-brise. On doit retirer ce pare-brise d'abord parce qu'il est abîmé, et deuxièmement parce que si on enlève le toit, le pare-brise va nous gêner. Mon père et moi, on enlève le capot juste parce que ça va faciliter les choses. Ensuite, les gars de Screensaver font un petit trou dans le joint d'étanchéité et utilisent un fil métallique pour retirer tout le joint du pare-brise, avant de pouvoir retirer le pare-brise. Une fois sorti, ça va nous aider à enlever le tableau de bord, ce qu'on doit faire, et aussi à enlever le toit. Je retourne sous la voiture maintenant que la peinture est sèche, et je commence à tout masquer pour pouvoir mettre le mastic. Ok. C'est là qu'on voit qui est un vrai mec et qui est juste un gamin. La colle mastic Mansory. Mais je crois qu'on a compris la leçon la dernière fois. On l'applique, on attend que ça sèche un peu, puis on passe des petits coups de pinceau. Mais on l'a fait quand c'était encore humide, et ça a été vraiment un peu compliqué, non? Alors on y va. Il suffit juste de boucher le trou entre les panneaux. Vous voyez là, il y a un espace entre les panneaux. Comme ça, si de l'eau s'infiltre, vous n'avez pas les pieds mouillés. C'est l'idée en général. Si on ne le rend pas aussi joli que l'extérieur, ça n'a pas d'importance. C'est parti les gars. Je n'arrive jamais à bien faire cette partie. Mais comme je l'ai dit, le mastic sert juste à rendre le tout étanche de l'extérieur vers l'intérieur. Tant que ça marche, ça me va. Les fabricants utilisent une machine spéciale pour obtenir ce genre de finition uniforme sur le scellant, ce qui coûte des milliers de livres. Et tout ce que j'ai, c'est un pistolet à silicone et un pinceau. Et je fais de mon mieux, mais à chaque fois, on n'arrive jamais à obtenir ce look d'origine.
Pour l'instant, ça a l'air un petit peu brouillon. Mais une fois que le mastic aura séché et qu'on pourra enlever le ruban adhésif, ça devrait être beaucoup mieux. Et pendant qu'on attend, on va mettre ce temps à profit. Les rivets à l'intérieur de la voiture sont toujours argentés, alors que de l'autre côté, le plancher est noir et que les rivets sont noirs. Donc mon père est en train de repeindre le panneau de plancher côté passager avec de la peinture noire pour qu'il soit pareil de l'autre côté. Il aurait dû être carrossier. Ou peintre. Et en attendant que ça sèche, il y a encore plein de trucs à faire. L'aile avant est abîmée, donc il faut l'enlever. Et pendant qu'on l'enlève, on doit voir s'il y a d'autres dégâts sur le châssis derrière. 2 rondelles. 3 rondelles. 2 rondelles. J'ai l'impression que cette voiture va être un vrai cauchemar pour aligner tous les écarts entre les panneaux après coup. Surtout avec toutes ces rondelles que Ferrari a déjà mises. Mais voilà que le revêtement de l'arche sort, et il reste quelques boulons à enlever de l'aile. Ouais! Et voilà, c'est fini. Il y a un peu de dégâts ici. Rien de grave. On dirait qu'il pourrait être plié vers l'arrière. Ce support là-bas est un peu tordu, ça va sur l'aile. Mais tous ces dégâts n'ont pas l'air graves. Tout semble en ordre ici. Je dois remplacer ou réparer le faisceau lumineux qui est cassé. Mais il y a plein de couleurs qui sont pareilles, donc il va falloir deviner un peu ce qui va se passer. Donc mon père est en train de réparer le faisceau électrique du siège, et là encore, on ne saura pas si ça marche tant qu'on n'aura pas remis le courant dans la voiture. Ce serait donc génial si vous regardiez ça maintenant, au moment où on tente le premier démarrage. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. C'est totalement gratuit. Vous ne raterez plus aucune vidéo sur la Ferrari. Et ça nous aide vraiment. Un autre point positif, l'avant n'a pas l'air trop mal. Et mon père a presque fini de réparer ce faisceau de câbles. Ce qui veut dire qu'on peut retourner sous la voiture pour voir si on a bien fait les joints. Les gars, voici notre produit fini. C'est pas un résultat d'origine, mais ça marche bien. Mais si vous prenez un peu de recul, on dirait qu'une fois qu'on aura passé les quelques flaques boueuses, ça ira. C'est le mastic qui cause toujours problème. Mais ça marche bien et ce n'est pas si grave, regardez ça. C'est un peu usé, c'est un peu bof, et regardez ça. C'est un 6 sur 10. Je pense que c'est un 6 sur 10. On a déjà fait pire, on a déjà fait mieux. Et c'est le dessous de la voiture. Personne ne verra plus jamais ça, à part ceux qui ont regardé la vidéo. Comme les trous ici, ils utilisent du ruban adhésif. Ce qu'on peut faire. Et voici une réussite ici. Revenons donc au-dessus de la voiture. Donc pour continuer à démonter le quart arrière, on doit enlever le toit. Ce qui m'inquiète un peu, on doit aller là-dessous. Comme ça, on pourra faire une coupe nette sur ce quart arrière. Et je ne veux pas abîmer le toit en l'enlevant, car c'est un toit qui coûte super cher, dans les 7000 livres. Mais pour l'instant, avec la Ferrari 296, et on a bien avancé aujourd'hui. Et je pense que on va gagner si tout se passe bien. On ne sait même pas comment cette voiture va démarrer, vu qu'elle n'a pas d'alimentation électrique. Et ça ne me rassure pas trop que Ferrari n'ait même pas réussi à la faire démarrer. On a acheté cette Ferrari 296 pour un total de 100 000 livres sterling. Je pense que c'est une bonne affaire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, cliquez sur le bouton pouce en l'air, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, où on aura encore plein de trucs à faire sur la 296. Peace out. Donc ça, c'est Matt. Ouais. Et ça, c'est Matt chauve. Il te ressemble un peu. Ouais.